Bonsoir à toutes et tous. Donc il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, puisque ça a commencé le 17 septembre 1965, débutait une expérience qui était une grande première mondiale. 6 hommes allaient vivre 3 semaines à 100 mètres de profondeur, dans une maison sous-marine posée sur le fond, effectuer des plongées autour de la maison jusqu'à 120 mètres. Cette expérience dite Précontinent 3 succédait à Précontinent 1 en 1962, qui était à 10 mètres de profondeur. Précontinent 2 en 1963 à 10 mètres et 25 mètres de profondeur. Ces expériences de maison sous la mer étaient le fruit de la volonté de Jacques-Yves Cousteau, qui à l'époque était un personnage que les jeunes ne connaissent pas bien, et même ceux qui connaissent ses films. C'est qu'avant d'être un cinéaste, c'était le chef de file de la pénétration du monde sous-marin. Il a porté un élan à tout ça, et il avait su s'entourer d'une équipe de gens passionnés, des gens imaginatifs, astucieux. Et si les moyens humains et financiers qui ont été mis en jeu ne sont pas comparables, il est quand même juste de faire le parallèle avec la conquête spatiale. Et les hommes que vous avez derrière moi sont les Yuri Gagarin et les Neil Armstrong de la conquête sous-marine. Voilà, leur modestie en prend un coup, mais c'est pourtant la vérité. Donc je suis particulièrement fier de les présenter ce soir, d'autant que ce sont mes héros d'enfance. Ils sont derrière moi, donc je suis un peu ému. Merci, Franck. Et donc ils vont vous raconter une des expériences les plus marquantes de leur existence. Je vais vous les présenter, même si beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. On a Claude Wesley. Claude Wesley qui a été le premier océanote avec Albert Falco de Précontinent 1 et qui a été océanote de Précontinent 2 aussi. Ensuite, je vais passer à André Laban, qui était le chef de la mission Précontinent 3. Ensuite, nous avons 3 plongeurs et, on va dire, techniciens de Précontinent 3. Yves Omer, à droite. Nous avons Raymond Coll et Christian Bonissi. Pour tous les amateurs de films Cousteau, c'est des visages archi connus. Oui. Ouais. Et enfin, je vous présente Jean-Claude Le Péchon, qui était, on va dire, ingénieur et qui était doublure de Jacques Rollet, qui ne peut pas être là ce soir. Et, enfin, la doublure, ça n'a rien de péjoratif, c'est quelqu'un qui était là en cas de forfait du titulaire. C'est un gazier. Je vais passer la parole à Claude Wesley. Oui, je vous remercie. Je voudrais simplement dire à tous les présents et présentes ici, merci d'être parmi nous. Je voudrais saluer mes camarades de l'équipe Cousteau, un des plus anciens, M. André Laban, qui est là, M. Raymond Coll, M. Bonissi, qui j'oublie à mes côtés, là. Enfin, tout le monde est là. Et c'est vrai que grâce au commandant Cousteau, nous avons vécu une belle aventure, une belle histoire. Merci de votre présence. Donc là, on va passer un film d'une quinzaine de minutes qui retrace Précontinent 1 et 2. C'est pas le but principal de la soirée de reparler de ces expériences, mais elles ont précédé Précontinent 3 et on est obligé d'en parler. Voilà, Diogène, Précontinent 1. Calypso, en train d'immerger Diogène à l'isobath de moins 12 mètres. Plage arrière de la Calypso, une partie de l'équipe pour l'immersion de cette première maison sous-marine.
Travail colossal. 35 tonnes de lest pour que cette maison puisse rester sur le fond. Au premier plan, mon ami Albert Falco et moi-même, à la première sortie. Image historique, Albert, Claude. Aujourd'hui, le commandant Cousteau nous rend visite. Nous parlons de cette première mondiale. Test psychotechnique. Nous serons suivis par le corps médical pendant tout notre séjour. Test d'effort, installation de notre premier jardin. Que de souvenirs passés. Là, ce sont des réserves d'air qui nous servaient pour la sécurité en cas d'incident, ce qui nous permettait dans nos parcours de venir respirer si c'était nécessaire. Le travail au fond, l'installation, et maintenant, ce premier historique. Nous arrivons après Continent 2. Deuxième maison sous-marine. Elle sera installée sur le récif de Chabroumi, en mer Rouge. Le commandant Cousteau, avec le capitaine, faisant la route. Marseille, Port-Soudan, en passant bien sûr par le canal de Suez. Magnifique lagon, où nos premières maisons sous-marines de pré-continent 2 seront installées. Pour un séjour de 30 jours, 1 mois sous la mer. Nous avions des combinaisons argentées. Alors on peint ces combinaisons. Nous ressemblons étrangement à des grosses sardines. C'est le commandant qui donne ses dernières recommandations. Avant qu'on s'immerge. Pour 30 jours. 30 jours sous la mer. Avec des plongées jusqu'à moins 70 mètres de profondeur. Nous prenons possession de ces maisons sous-marines. Nous avions également le hangar pour nos scooters sous-marins, pour nous déplacer très rapidement. Sortis avec nos scooters. Et là, nous partons, en reconnaissance. Nous passons dans de magnifiques décors. Madréport. Observation permanente. Nous avions déjà la vidéo. La soucoupe qui va évoluer vers les profondeurs. Plongée de nuit. L'image de gauche, les océanautes dans la petite maison qui est à moins 25 mètres de profondeur. Du poste central, nous observons. Nous sommes en relation constante. Ils vont remonter. Ils sortent de la petite maison et progressivement, lentement, avec beaucoup d'anxiété, ils regagnent la grande maison où nous les attendons. Ils nous tendent la main. Ils sont là. Après un séjour d'une semaine à moins 25 mètres de profondeur, mais avec des plongées jusqu'à moins 90 mètres. Et en surface, un moment fantastique. Ils trinquent à notre santé. Alors, les images parlent beaucoup d'elles-mêmes, mais
on aimerait poser plein de questions à Claude Wesley. Quelle place tiennent ces expériences pour vous dans votre existence, en particulier Précontinent 2, on a l'impression d'être dans un livre de Jules Verne, c'est l'incarnation de Jules Verne. Vous avez vécu comme un citadin de la mer pendant un mois. Bon, je dirais tout simplement, ce sont de merveilleux souvenirs que nous avons vécus ensemble avec nos copains qui sont encore là, toujours là, avec André Labanque, un de nos plus anciens, c'est vrai. Et je dirais, le temps qui s'est écoulé, c'est simplement, on s'aperçoit que si le monde de la plongée, il est ce qu'il est aujourd'hui, je pense que nous le devons en grande partie au commandant Jacques-Yves Cousteau. Et à l'époque de l'OFRS, c'est-à-dire l'Office français de recherche marine, à l'époque, nous étions à l'ISTAC, si j'ai bonne mémoire. Avec le temps qui s'est écoulé, ce fut un souvenir fantastique et je dirais inoubliable, c'est pas possible, avec les gens qui malheureusement nous ont déjà quittés. Moi, je vous propose de regarder un premier extrait de 3 minutes qui présente la maison Précontinent 3 et les océanautes. En 1962 et 1963, Cousteau a inauguré la plongée à saturation avec Précontinent 1 et 2. Les premières colonies humaines sur le fond marin, revendiquant pour l'homme de nouveaux territoires. La plateforme continentale qui s'étend de la côte à la zone où le fond atteint 180 mètres. Une partie de l'expérience Précontinent 2, qui a duré 1 mois, ont tous s'est déroulé dans une maison sous-marine située à 30 mètres de profondeur. 2 hommes y ont vécu et y ont plongé pendant 7 jours. Mais Cousteau songe déjà à l'étape suivante, une colonie à 100 mètres de profondeur. Bien loin de notre monde où luit le soleil et où souffle le vent. Au musée océanographique de Monaco, Cousteau réunit la prochaine équipe de pionniers de la vie sous-marine, les futurs océanautes. 6 des plus expérimentés de nos plongeurs vont tenter de vivre à des profondeurs beaucoup plus grandes qu'auparavant. À la tête de l'équipe, l'ingénieur André Labanque, le doyen, avec ses 37 ans. Christian Bonici, 29 ans, technicien rude et astucieux. Yves Omer, 24 ans, vif et enthousiaste. Raymond Coll, 27 ans, détendu, tranquille, sûr. À la caméra, mon fils Philippe, 25 ans, qui plonge depuis l'âge de 4 ans. Jacques Rollet, 28 ans, le physicien, responsable des expériences scientifiques. Ces hommes vont vivre à 100 mètres de profondeur et travailler à 120 mètres dans un monde froid, silencieux, perpétuellement sombre. La planète d'acier qui hébergera les 6 océanautes est presque achevée au printemps 1965. Le projet Précontinent 3, baptisé Conshelf 3 en anglais, est partiellement financé par la National Geographic Society. Le baptême de la sphère par Madame Cousteau reflète les traditions de l'Antiquité lorsque les hommes suppliaient leur Dieu de les protéger de la mer. Donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est, mais souvent vous n'avez pas la réponse, mais qu'est-ce qui fait que vous avez été choisi pour cette expérience? Pourquoi vous? Si on était vous. J'en sais rien. Écoutez, le commandant Cousteau avait des plongeurs. C'était un commandant, c'est-à-dire il savait ce que c'était que des hommes, et il savait comment il fallait faire pour leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a choisi les gens. Bon, il y avait le chef de mission qui avait une compétence spéciale, nous qui étions des plongeurs avec notre compétence, mais ils n'ont pas cherché à quelque chose d'extraordinaire. Mais on a passé quand même des examens médicaux. Tu parles des examens médicaux. Il y a un examen médical que nous avons passé
avant l'expérience, c'est le spermogramme. On n'a jamais su pourquoi, d'ailleurs. Non, je vous passe les détails intimes entre une non, sans infirmière pour nous aider. Et qui n'a pas été recommencé après l'expérience pour pouvoir savoir si il y avait... Encore du jus. Donc, oublions le passé. J'ai une question. Donc, vous aviez à peu près, une vingtaine d'années, une trentaine d'années à l'époque. On vous dit, voilà, vous allez aller à 100 mètres de fond pendant un mois. Vous l'avez ressenti comment? Enfin, vous vous êtes posé des questions, quelles vont être les difficultés? Ou alors c'était une expérience extraordinaire, enfin, vous pressentiez qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer? Enfin, comment on peut vivre ça à l'âge que vous aviez à l'époque? Bah, écoutez, c'est tout simple. On était déjà formés en tant que marin. Moi, j'étais formé en tant que marin. Il y a l'ambiance qu'il y avait. Ne pouvez pas faire autrement que vous y alliez et sans vous poser de questions. C'était le cas pour moi. Je ne me suis pas posé de questions. On m'a dit, tu vas, j'y vais. Et les gens autour étaient extraordinaires. Vous preniez les marins, les cuisiniers, tout le monde. Il y avait un esprit. Et on avait l'impression d'être en vacances. C'est simple. Et pourtant, il y avait un boulot incroyable à faire. J'exagère un peu. Non, mais l'ambiance était décontractée. Et magnifique, avec des vues du personnel sur l'ensemble qui étaient enthousiasmantes. Donc, qu'est-ce que vous allez vous poser? En plus, il y a une chose qu'il faut bien que vous compreniez. Nous sommes des gens à forte personnalité, mais qui pensent collectif. À l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Il y avait un patron, et les mecs, ils y allaient, vous n'y allez pas. C'est tout. Oui, il y avait quand même une sélection naturelle. Hein. Il y a des gens qui sont passés et qui ne sont pas restés. Il y a eu quand même, pendant la préparation, des réunions systématiques, fréquentes, dans laquelle chaque spécialiste d'une partie, d'abord la séance inaugurale de ces séries de conférences a été prononcée par le Pacha, mais ensuite chacun est venu expliquer aux autres, aux océanautes, comment était construite la maison, comment ça allait fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a eu un système de communication entre tous les gens extrêmement performant. Et donc, tous les participants savaient exactement ce qui se passait et comment c'était fait et pourquoi. Et donc, je pense que ça a contribué pas mal à la cohésion du groupe. Personnellement, je pense que quand Cousteau m'a dit « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Je lui ai dit « Why not ?» Pourquoi pas? Et c'est une forme d'inconscience, je crois. C'était une marque de confiance qui me faisait, j'étais fier et bien sûr. Voilà. Ce que je vous propose, c'est un deuxième extrait dans lequel on va voir les océanautes en plongée, on va les voir s'équiper et quitter la maison. Bien qu'ils ne puissent pas faire la différence entre le jour et la nuit, les océanautes suivront un horaire normal. Ils apprendront à oublier l'œil de la caméra de télévision qui les suit en permanence. Dans le phare du Cap Ferrat, des hommes dévoués assureront une permanence 24 heures sur 24, maintenant le contact avec leurs camarades isolés au fond de l'eau. Le commandant Cousteau et sa femme assurent le premier tour de garde. L'eau est à une température de 13 degrés. Rien de dangereux pour des plongées normales. Mais l'hélium respiré abaisse de beaucoup la température du corps, à tel point que dans de l'eau à 13 degrés, un plongeur respirant de l'hélium sans protection particulière se trouve aussi exposé qu'un homme nu au pôle Nord. Il risque de mourir de froid. Yves Omer et les autres océanautes porteront un gilet spécial garni de billes incompressibles qui contiennent de l'air à la pression atmosphérique. Les tribouteilles d'héliox, un mélange d'hélium et d'oxygène, ne serviront qu'en cas d'urgence. À cette profondeur, elles ne permettraient la survie que pendant 3 ou 4 minutes. Animés d'une impatience juvénile, les océanautes se lancent enfin dans la grande aventure, relevant un défi inouï. Philippe Cousteau écrit dans son journal:
Dès que je me suis dégagé de cette structure de métal, une chose me frappe. L'absence de surface, une absence totale que je sens au fond de mon cœur. La nuit, le froid. Le faisceau de ma lampe se termine dans le néant dans toutes les directions, excepté sur le fond gris et plat. Depuis 20 ans que je plonge, j'étais habitué aux bulles. Les bulles qui signifient la vie, la joie, une bruyante poésie. Maintenant, la poésie est partout, mais silencieuse, dure, et à cet instant, hostile. Les océanautes vont essayer de réparer une tête de puits pétrolier factice à 110 mètres sous la surface. 3 des plongeurs ont été préparés pendant des mois à se familiariser avec l'entretien et les réparations de ce que les pétroliers appellent un arbre de Noël. Aussi mobiles que des oiseaux, ces ouvriers des profondeurs travaillent vite. Pour les océanautes, cette tâche simulée est une course contre la montre. Grâce à la télévision en circuit fermé, des ingénieurs de l'Institut français du pétrole minutent chacun de leurs gestes. Si les hommes de Cousteau réussissent, ce sera un bond en avant fantastique dans les activités économiques de l'homme au fond de la mer. Ils ont réussi à mettre le plug en place, ils se frottent les mains, ils vont rentrer, je pense. Le bouchon est posé, la tête de puits a été étanchée. Satisfaits de cette première réussite, les océanautes passent à la dernière étape. Ils achèveront leur besogne en 45 minutes, vitesse équivalente à celle de la plupart des équipes de spécialistes à terre. Je pense à une question pour Jean-Claude Lepéchon. Quel était le mélange respiré dans la maison et en plongée? C'était un mélange à base d'hélium. Mais expliquez-nous ça. Alors, le mélange respiré dans la maison avait été purgé en azote, ce qui est une mesure qui, en plongée à saturation plus moderne, on ne fait plus. Mais le but de l'opération était d'avoir un mélange qui ne contienne que de l'oxygène et de l'hélium. À cette profondeur, il faut reconstituer dans chaque respiration une quantité d'oxygène correspondant à celle qu'on respire ici, c'est-à-dire 20% de l'atmosphère, c'est-à-dire 0,2 bar. Et 0,2 bar à 90 mètres, pour faire simple sur les chiffres, ça fait 2% d'oxygène. Donc l'atmosphère de la maison sous la mer ne devait pas descendre en dessous de 2% d'oxygène, et elle pouvait aller jusque 4% sans poser de problème de santé, même à long terme, pour les océanautes. Dans les bouteilles de plongée, ça pouvait être le même mélange. Je pense qu'il était un peu plus fort en oxygène, de telle sorte à avoir une oxygénation un peu plus efficace en cas de besoin de secours. Par contre, l'air qui était respiré avec le circuit fermé, c'était celui de la maison. Donc il devait avoir à peu près 300 millibars d'oxygène. Qui n'était pas de l'air, évidemment. Le gaz respiré dans les tuyaux devait contenir donc à peu près 2%, entre 2 et 3% d'oxygène. Je pense que c'est intéressant pour les béotiens vraiment en plongée, c'est de dire que l'azote à grande pression provoque l'ivresse des profondeurs, donc perturbe le comportement des gens, et l'oxygène de la même manière, au-delà d'une certaine pression partielle, devient toxique. Donc ça pourrait paraître évident pour quelqu'un, un béotien, de penser que de l'oxygène pur irait très bien. Ça pourrait poser des problèmes énormes, brûler les poumons. 2 minutes d'oxygène pur à 100 mètres. 2 minutes 2 minutes d'oxygène pur à 100 mètres. Et après, on est mort. Bon, je voudrais revenir sur une image que vous avez vue, celle de Yves Aubert qui parle. Inutile de vous dire que le fameux gilet pare-balles que nous avions n'a pas servi à grand-chose, parce que les petites bulles que nous avions insérées dans ce gilet de néoprène n'ont pas, comme nos habits de néoprène, longtemps résisté à la pression. Et il y a des amis dans la salle qui me comprendront quand je dirais que
toutes les plongées ont été effectuées en néoprène, sans réchauffage de gaz et sans réchauffage d'habits. C'est-à-dire que nous étions donc constamment dans l'eau à la température de l'eau de mer du moment. Et je ne sais pas si vous verrez les images des gens, des plongeurs après une plongée d'une heure ou deux, vous verrez qu'on ressemble à des petits vieux de 60 ans tellement on est marqué par le froid et l'effort produit en plongée pour compenser la perte de calories qui, dans l'hélium, se fait beaucoup plus rapidement que dans l'azote et bien entendu encore beaucoup plus rapidement quand vous baignez dans une eau à 14 degrés. Il y a un petit détail que j'aimerais soulever, c'est que les habits isothermiques avaient été enfourrés dans la sphère avant la mise en pression. Donc, dans les bulles du néoprène, il y avait de l'air. Dès que la maison a été à 11 bars, les néoprènes se sont écrasés comme du papier de cigarette. Et au bout d'un certain temps, ils ont repris leur dimension initiale. Ce qui veut dire que c'est l'hélium qui rentrait dans les bulles. Donc, ce n'était plus de l'air qui protégeait notre corps, mais un mélange hélium à 98%. Expliquez-nous le principe du narguilé. On vous envoyait de l'air sous pression de la maison. L'air était, enfin pas l'air, le mélange était prélevé dans la maison, sous pression jusqu'au détendeur, et il revenait avec un dépresseur. La sécurité que nous avions, c'est qu'on respirait un mélange, le mélange de l'enceinte qui était quand même de l'ordre de 100 mètres cubes. Au niveau de la respiration, nous avions des narguilés qui faisaient, je crois, 30 mètres, si j'ai bonne mémoire. On inspirait à l'aide donc d'un compresseur qui pompait le mélange dans la maison et nous l'envoyait, et on expirait grâce à un dépresseur qui réaspirait l'air de notre respiration pour le renvoyer dans la maison où il était de nouveau régénéré par la chaux soudée et le charbon actif. Tiens, Raymond Coll m'expliquait tout à l'heure une anecdote sur le narguilé trop court, parfois, où il fallait aller chercher quelque chose un peu plus loin. Oui, quand ils avaient mis la tête de puits de pétrole active, il y avait une boîte d'outils qui était tombée, malheureusement, à une trentaine de mètres au-delà du narguilé. Donc, comme cette boîte était indispensable pour faire les travaux sur la tête de puits, il a fallu laisser le narguilé, on allait chercher la caisse à outils à l'amener et la ramener à pied parce qu'elle était trop lourde pour nager avec. Voilà le genre de sport. De même que sortir de la maison pour aller chercher les provisions qui étaient à l'extérieur, qui étaient stockées à l'extérieur, plutôt que d'enfiler les couches successives de néoprène, ils y allaient parfois en slip. Oui, toute l'eau douce était donc enfermée, stockée dans une bâche souple à l'extérieur, et toutes nos conserves ainsi que les boîtes d'évian étaient stockées dans une espèce de cage à poules qui donc évitait de tout stocker à l'intérieur. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, notamment pour les conserves, toutes les étiquettes avaient disparu. Et lorsqu'on allait à la pêche aux conserves à l'extérieur, en apnée, comme l'a dit Raymond, parce que c'était juste au-dessus de la sortie, on prenait un peu les boîtes au hasard. Alors c'était soit du pamplemousse en tranche, soit des prunes ou des confits, mais on ne savait jamais ce qu'on allait avoir au dessert. Un mot, enfin, avant de passer à un autre extrait, sur le travail sur la tête de puits. Je pense que c'est encore vous qui êtes le mieux placé. Le bureau de recherche pétrolière nous avait donc demandé de bien vouloir procéder à ce qu'on appelle vulgairement dans le pétrole le travail au câble sur une tête de puits fictive.
l'ensemble faisait 7 tonnes. On avait fait un entraînement très conséquent à Pomègue dans 10 mètres d'eau, où pratiquement tout le monde était passé pour... ils ont procédé aux 4 ou 5 opérations que nous avions programmées dans le cadre de cette expérience. J'avais passé une semaine à Lac, à l'époque c'était la SNPA et non pas Elf-Aquitaine, et j'avais eu affaire à 2 grands foreurs basques béarnais qui m'avaient regardé avec deux mains et une narquois en me disant « ça m'étonnerait que vous fassiez grand-chose dans ce domaine à 100 mètres sous l'eau ». Et en fait, c'est ce que voulait vérifier le bureau de recherche pétrolière, et je pense qu'ils ont été assez satisfaits de la prestation, puisque on a depuis fait beaucoup d'autres choses sous la mer et en plongée. Pour revenir sur cette expérience, ça demandait des moyens quand même financiers assez importants pour installer tout ça. Le financement, est-ce qu'il était en partie donné par les pétroliers pour ces expériences? En fait, nous, oui, ce qu'on sait, c'est que le bureau de recherche pétrolière, le National Geographic Magazine et le musée ont participé. Maintenant, à hauteur de combien ça a coûté C'était pas notre boulot. C'était pas notre boulot, exactement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin de cette expérience, les pétroliers ont eu l'occasion de voir le fonctionnement d'une tête de puits sous-marine à partir d'un sous-marin. Ils ont eu l'occasion de le voir manipulé par des plongeurs et qu'il a fallu pratiquement 10 ans pour que ça se reproduise ensuite. C'est-à-dire que cette équipe avait une dizaine d'années d'avance sur tout le monde dans ce domaine des travaux subaquatiques, pétroliers en particulier. Une petite anecdote de plongée. Je suis devant la vanne, il faut que je change les garnitures. Un froid épouvantable, mais alors vraiment épouvantable qui vous transperce. J'ai les mains gantées, bien sûr. J'ai une tige-outil, les mains tremblent, c'est effrayant. Je n'arrive pas à rentrer ces foutues garnitures. Arrivent des lumières, c'est la soucoupe. Je regarde, je vois le vieux derrière le hublot, les bésigles qui brillaient un peu. Je me suis dit, merde, le patron, il faut quand même que tu fasses gaffe. Et j'ai contraint mes mains ont cessé de trembler, et aussitôt les fesses se sont mises à trembler. Voilà, ça se passait toujours comme ça. Une autre fois, je ramassais des câbles électriques, c'était la fin, pour les ramener à la maison. Il y avait une petite pente. La pente me faisait reculer plus, parce que la vase me faisait glisser. Bébert est arrivé derrière avec la soucoupe. Il m'a pris, direct à la maison. Mais vous savez, nous avions une essence sous l'eau incroyable. En plus, c'était d'une beauté. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, j'avais l'impression, on dit que c'était tout noir dans le film. C'est pas vrai. Suivant l'heure où on sortait, il y avait de l'aube ou du crépuscule, comme vous voulez. Ça me rappelait ma jeunesse, quand j'allais à bicyclette et je rentrais à 4 h du matin d'un bal quelconque dans la brume de la campagne. Pour moi, c'était magnifique. Je voudrais passer une page publicité. On a parlé de l'eau déviant. C'est très bien, mais il faut dire aussi que les vêtements étaient de la spirotechnique et que les gilets pare-balles étaient faits par Beuchat. Et à ce sujet, il y a un livre qui est sorti sur Georges Beuchat, écrit par un certain Micheletti, et il est bien, et je vous le conseille. Voilà, terminé. Passer un troisième extrait qui montre la vie dans la maison et un petit peu la communion avec le milieu marin environnant. Les tests d'intelligence étudient les modifications des facultés mentales sous l'effet de la pression et du mélange respiratoire inhabituel. Par 100 mètres de fond, les océanautes ont des quotients intellectuels plus élevés qu'avant le début de l'épreuve. Personne ne sait pourquoi. Un psychologue attribue cette apparente amélioration à leur motivation et à leur concentration.
Aujourd'hui, André Laban prend le premier quart. Ouvert à toute heure, le sas de plongée est le premier rendez-vous du menu fretin. Le plancton, les poissons d'argent, les crevettes, les petits calmars sont attirés par la lumière venue éclairer leur monde ténébreux. Laban note dans son journal: ces poissons qui nous rendent visite ne vivent qu'en eau profonde. Je ne les ai jamais vus auparavant. Ils sont excellents. Tout ce qui vient de la mer est bon, bien meilleur que la fade nourriture surgelée que nous consommons habituellement. Dommage qu'il soit si compliqué de quitter la maison et de se mettre à l'eau. J'aimerais bien plonger tout de suite pour le plaisir. Comme ce serait passionnant de passer des heures dans l'eau, de voir le fond de l'océan vivant. C'est la première fois que je vois un poisson Saint-Pierre aussi familier. Est-il venu à cause de moi, à cause de la lumière, à cause de l'hélium? Ça me plaît, je l'aime bien. Alors, on vous entend vous parler entre vous avec des voix de canard. Déjà, comment vous faisiez pour vous comprendre? Et est-ce qu'au début, vous aviez envie de rigoler tout le temps Du côté de la sortie vers le bas, quand il y avait un plongeur qui arrivait, les mains gelées, les lèvres encore plus gelées que les mains, et qui disait j'avais prévu une ardoise et un bout de craie. Alors le gars marquait marteau ou clé à molette. Ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin d'ouvrir la bouche pour se comprendre. On était quand même habitué à ce genre de communication parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les appareils que vous avez maintenant. Et quand on était en groupe, ça se faisait tout seul, il n'y avait pas besoin de parler. On comprenait tout de suite ce qui se passait et les échanges se faisaient sans aucun problème. Oui, mais tout à l'heure, Christian et Raymond me disaient que c'était comme en plongée, en fait. Ils se comprennent sans se parler. Et dans la maison, c'était pareil. Alors, ça s'est passé très paisiblement, il n'y a pas eu de friction, vous avez quand même passé un mois dans un espace réduit. Non, on ne s'est pas battu, si c'est ce que tu veux dire, on ne s'est pas battu. On ne s'est pas tapé dessus. Non, mais en fait, dans ce genre de milieu, comme les communications sont difficiles, on a tendance instinctivement à réduire à l'essentiel. Hein? Donc, en plus, étant tous des plongeurs, la plupart du temps, bon, comme on avait un programme bien défini et que chacun savait ce qu'il devait faire, on n'avait pas besoin de faire des réunions de 3 heures ou 4 heures pour déclencher quelque chose. Donc, ça se passait relativement bien. Toute cette partie technique qui est très lourde, mais qui est passionnante, elle a pour but de aussi jouir de la vie. Ma vie de marin, que ce soit chez Cousteau, avant Cousteau ou après Cousteau, a été une vie très facile. Bon, je le dois à moi-même, mais je le dois aux autres. Et parmi ces autres, bien sûr, il y a le commandant Cousteau et Simone. Ils ont ouvert une arène où moi je me suis projeté. Et ils m'ont permis, en tant que jeune marin plongeur, de me développer. J'ai été dans un élément merveilleux. Et je les en remercie, j'en suis très reconnaissant. En rentrant chez le commandant Cousteau, c'est un ancien de la Marine nationale, moi je sortais de la Marine nationale, et il était dans la ligne de ce qu'il a appris et de ce qu'il a su avec son intelligence faire fleurir. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Et alors, on est séparés, le dioptre nous sépare de Cousteau, qui est à l'origine de la chaîne. Cousteau qui mène tout ça, et j'entends tous les marins, les autres dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? En fait, la question était de savoir, pour eux,
Est-ce qu'ils vont être capables d'aller jusqu'au bout? Et est-ce que là-bas, dans la boule, ils ne perdent pas la boule? Bien, moi, je peux vous assurer que non, parce que nous avions un chef de mission, lui, oui, ça je peux le dire, qui, grâce à sa façon d'être, grâce à ses peu de mots, mais des mots toujours apaisants, parce qu'on se parlait quand même un petit peu de temps en temps, grâce à ces mots apaisants, a toujours su maintenir une atmosphère de confiance et de quiétude. Il a fait en sorte que la peur ne s'installe pas dans cette maison, parce qu'il y a eu de la peur. Moi, je n'ai jamais eu peur, mais j'ai vu sur les réseaux ceux qui se disaient de l'un, de l'autre, etc. Et ça, c'est grâce à lui. Il a fait tout ça par touche, avec simplicité. Je l'ai vu prendre ses responsabilités et je lui en suis reconnaissant. C'est difficile de prendre la suite. On va passer le dernier extrait de Précontinent 3 qui montre la fin de l'expérience et la remontée des océanautes. Lorsqu'ils rassemblent leur équipement et nettoient le labo qui leur est devenu familier, les océanautes n'ont pas vu le soleil depuis 27 jours. Le dernier océanaute à rentrer ferme la porte extérieure. Seule la caméra de la soucoupe plongeante assiste à la partie la plus dangereuse de l'aventure. Les océanautes vont ramener Précontinent 3 à la surface sans aide extérieure. La sphère doit être fermée de façon absolument étanche. Alors que la porte est restée ouverte pendant des semaines, maintenant, la moindre fuite pourrait entraîner une catastrophe. Un protocole de vérification de 2 heures contrôle chaque étape de la procédure complexe du retour. « 35 tours de cette manivelle doivent assurer le largage du lest métallique. Il tombe en effet, dispersant les poissons et soulevant des tourbillons de boue. Mais la maison tient bon, à croire qu'elle a pris racine au fond de l'océan. Laban discute avec Cousteau de la marche à suivre. Précontinent 3 a 2 heures de retard. Sur le rivage, les amis anxieux en sont réduits à des spéculations sur les problèmes survenus au fond. De l'air comprimé chasse l'eau du ballast extérieur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un léger frémissement et le mouvement d'une aiguille sur la jauge de pression annoncent aux océanautes que la remontée vers le jour est enfin amorcée. Mais une fois arrivés en surface, les hommes n'ont pas encore le droit de retrouver le soleil et l'air. Leur épreuve doit durer 3 jours et demi de plus pour assurer une décompression complète. Le journal de bord de Précontinent notera que dans le port de Monaco, à 11h30 du soir, le 17 octobre 1965, les océanautes ont subi leur premier accident. Bonjour, bébé. Bonjour, allez.
deux choses à rajouter avant de vous laisser. La première chose, c'est que pour certains connaisseurs, la décompression vous paraîtra très longue, puisqu'on parle de plusieurs jours. Il était bien convenu au départ que cette expérience avait pour but de définir les paramètres de séjour en saturation et non pas d'étudier les courbes de décompression. C'est un travail qui a été fait après par d'autres entreprises. La deuxième est du ressort de l'anecdote. Il paraît que lorsqu'ils ont ouvert la porte supérieure, l'odeur qui se dégageait était quasiment pestilentielle. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, il paraît que ça ne sentait pas très très bon. On peut peut-être aborder la question de l'héritage. Qu'est-ce que ça a permis derrière? Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question de savoir si on avait laissé la maison Précontinent 3 au fond. Non, pour une raison simple, c'est qu'elle était prévue pour faire Précontinent 4, qu'à l'époque, Cousteau avait des gros projets encore de poursuite de tout ça et de bien d'autres choses, et que peu de temps après, il passait en grosse partie tourné vers le cinéma, d'ailleurs en partie grâce à ce film qui a été l'épisode pilote de la série Odyssée sous-marine. Bon, après cette expérience, un jour, Cousteau est venu nous voir, les plongeurs. Il a dit, messieurs, je ne ferai jamais d'industrie. Qui c'est qui a gagné? C'est Comex. Oui, c'est vrai que Cousteau avait décidé, sans nous en parler, que la plongée industrielle, c'était pas pour nous. C'était des tas d'ingénieurs dans la maison qui étaient un peu navrés, frustrés, oui. Mais je me souviens très bien que quelques temps après, Cousteau m'a dit, il allait prendre l'avion à Nice, il m'a dit, quand même, mon fils Philippe a fait un beau film. Je lui dis, oui, d'accord, mais vous l'avez bien aidé aussi. Parce que combien des heures il a passé dans la soucoupe que pilotait Bébert. Il avait Cousteau, la caméra, et il prenait des prises de vue, il venait mettre le hublot sur le hublot de la petite maison. Il regardait si on s'habillait, si on était prêt pour aller plonger. Et je sentais qu'il était inquiet et qu'il voulait que son fils sorte avec la caméra et commence à filmer. Mais c'est le père qui a poussé son fils. Et quand je lui dis ça, Cousteau m'a regardé d'un drôle d'air et je lui ai compris que le cinéma, c'était notre avenir. On va arriver à la fin de cette conférence. Je passe le micro à ceux qui veulent dire un dernier mot. Yves. Moi, je vous remercie d'être tous venus et nous écouter. Je remercie Sandrine, qui m'a tiré les oreilles parfois. Et surtout, je voudrais vous dire, les plongeurs, là, vous ne faites pas vendre la mer par tranche. Vous allez sur des spots pour plonger. Mais embarquez sur un bateau. Allez voir ce que c'est que l'océan. Partez, quittez tout, et vous aimerez la mer encore plus que vous ne l'aimez maintenant. Et vous verrez la dimension que nous avons connue. Je pense que notre force qu'on avait pour tout ce qu'on a fait, c'était qu'on était des passionnés. Voilà. Et je crois qu'on l'est toujours. Alors, si vous n'avez pas tout compris, on va recommencer notre séance dans une demi-heure. Vous avez le temps d'un entracte. Merci. Bien, ben, merci à tous pour votre attention et j'espère que ça vous a plu. Moi, à titre personnel, il y a une sorte de conclusion que je voudrais donner à ça. C'est le message, en fait, que vous, les anciens, que l'équipe Cousteau a transmise, c'est qu'aujourd'hui, on évolue, nous, dans une société... Enfin, j'ai lu récemment, quelqu'un appelle ça la civilisation du risque. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire.
On est dans une société hyper sécurisée. Vous étiez à une époque où on pouvait bouleverser les paradigmes, on pouvait ouvrir tous les champs des possibles. Vous pouvez avoir une ambition de vivre fort, intensément. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je ressens. Moi, je travaille dans l'industrie en tant qu'ingénieur. Et aujourd'hui, on respecte plus les normes qu'on invente de choses. Et je ne sais pas où ça nous mènera, mais en tout cas, il faut garder l'exemple de ce que vous avez réalisé avant.